Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Doctor Who, puisque vous le savez, ce temps-ci c'est le moment des épisodes spéciaux. On est en décembre 2023, on fait ce live le 5 décembre. Or, le nouvel épisode a été diffusé sur la BBC en Angleterre et sur Disney+, dans le monde entier à la même heure. Enfin, chez nous c'était à 19h30, il me semble, le 2 décembre 2023, et c'était l'épisode White Blue Yonder. Et aujourd'hui, on va en parler avec ce petit chat Twitch qui est présent. Bien sûr, vous pouvez assister au live Twitch en sachant que le dernier sera mardi prochain, donc on devrait être le 12-13, quelque chose comme ça. Débrouillez-vous avec la date, hein, c'est pas mon boulot. Le mardi à 18h, on parlera du prochain épisode qui sort, qui s'appellera The Giggle, bien sûr. Vous avez la version longue de ce live qui sera rediffusée sur le Sad Panda, et une version courte qui sera sur Sad Panda Show, si vous n'avez pas le temps. Donc aujourd'hui, on va parler de White Blue Yonder, qui est ce deuxième épisode de ce revival un peu spécial, et là, ça a été confirmé. La saison 14 sera officiellement baptisée la saison 1, on repère à zéro. Donc c'est vraiment un reboot, comme les gens me le disaient la dernière fois, et je me disais, mais c'est un peu curieux quand même. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est pas pour attirer des nouveaux venus, parce que Disney qui met des billes dans le truc, ils se sont dit, attends, si on remet les épisodes, tous les épisodes maintenant, les nouveaux venus ils vont se dire, ouah putain, il faut que je me carre 13 saisons avant de pouvoir regarder la 14 qui sort en avril ou mai, je crois. Et je me dis, est-ce qu'ils font pas ça, est-ce qu'ils rebootent pas à la saison 1 pour se dire, il faut qu'on arrive à faire revenir les fans, parce qu'ils ont un peu quitté le navire, et il faut aussi qu'on arrive à avoir un nouveau public maintenant peut-être plus jeune. Donc ils se disent, allez, si on met saison 1, c'est moins, ça fait moins peur. Les gens vont partir en courant en voyant qu'à 13 saisons. Donc la saison sera officiellement la 1, et là on est dans cette petite ère, cette mini-saison de 3 épisodes spéciaux qui sont diffusés 3 samedis d'affilée, et ensuite on aura un épisode à Noël, si je me trompe pas, j'ai oublié le nom, je crois que c'est The Church on Ruby Road, je crois, l'épisode de Noël, où là on verra le nouveau Docteur en action entièrement, en sachant que cette semaine, The Giggle, ça sera la régénération, on va passer du 14e au 15e Docteur. Voilà, donc aujourd'hui, White Blue Yonder. Que dire sur cet épisode ? Sur cet épisode, je vais essayer de vous le résumer très succinctement, même si vous l'avez déjà vu, ou alors si vous ne l'avez pas vu, mais que vous voulez juste que je vous en parle pour vous intéresser. Suite à l'accident que Donna, cette courge, elle fait tomber du café sur le tableau de bord du TARDIS, il se retrouve propulsé en 1666, si je ne m'abuse pas, avec bien sûr, il tombe sur Isaac Newton, comme une pomme. Voilà. Et dès le début, il y a une blague sur le fait qu'ils disent j'espère que vous mesurez la gravité de la situation. Ils s'amusent, ils font des jeux de mots, on rigole bien, c'est l'humour à la Russell T Davies, c'est poète poète tralala. Et du coup, Isaac Newton n'entend pas bien le mot, il croit que c'est Maviti. Et tout le long de l'épisode, il y aura cette blague récurrente où au lieu de gravité, on dit Mavité. Et au début, ça m'a fait un peu flipper parce que je me suis dit attends, est-ce qu'ils vont le faire tout le temps ? C'est-à-dire pour tout le reste de la série, ou est-ce que dans le prochain épisode, il va dire ah, putain, heureusement qu'on est retourné à cette époque pour lui faire changer de mot, ou est-ce que vraiment ils vont garder ça à fond ? Et j'avais peur que ça devienne ridicule rapidement, alors qu'en fait, non. Parce que le mot revient plusieurs fois dans l'épisode, mais c'est placé à des moments où c'est ok. Donc moi déjà ça m'a plu, ça. Ce retour de cet humour très british avec du comique de répétition. Déjà ça m'a plu de ouf. Et on est juste au début de l'épisode, on retrouve une figure historique, Isaac Newton, et de l'humour. Et je sais pas par contre comment ils ont réussi à caser le TARDIS dans un arbre. Ça tient, ça passe. Donc l'épisode commence comme ça, sur un ton très léger, très humoristique, et pouf, on se retrouve ensuite propulsé. Le TARDIS va s'exploser la gueule dans un vaisseau qui est un long corridor. Et là va commencer peut-être un des meilleurs épisodes de Doctor Who que j'ai jamais vu. J'ai envie de le jeter comme ça. J'ai pas peur. Moi, j'ai peur de rien. Je vis la vie d'Aloca. Je le dis comme ça parce que plus j'y réfléchis et plus j'étais là en mode oh, putain, mais qu'est-ce que c'était bien. Voilà, je vous ai spoilé mon avis sur l'épisode. L'épisode est extrêmement bien. Et on retrouve plein d'éléments clés qui font les années dorées de Russell T Davies. On va en parler un peu plus en longueur. Mais alors, déjà, quand on arrive dans le vaisseau, on va dire un truc qui marche pas. Alors, c'est un truc qui marche et qui marche pas. C'est très bizarre. C'est les effets spéciaux. Je trouve que l'effet spécial du vaisseau en lui-même est un peu foiré. On sent qu'ils sont sur un bon fond vert, hein, parce que c'est un long couloir d'ailleurs qui me rappelle le film de Paul W. Anderson, Event Horizon. Merci Haro, voilà. Ce couloir extrêmement long et sans fin me rappelle le couloir de Event Horizon de Paul W. Anderson, qui est un film d'horreur que je vous conseille d'ailleurs parce que c'est un très très bon film. Et pareil, il y a une très très longue section dans le vaisseau qui est vouée à exploser dans Event Horizon, en fait, où il charge d'explosifs, pas de merde, ça n'aurait aucun sens. Et là on retrouve ça aussi, c'est un vaisseau avec un très très long couloir, et le seul défaut que je lui trouve en fait, c'est qu'ils auraient dû peut-être baisser la luminosité à ce moment-là et jouer sur les contrastes, pour déjà pour cacher les défauts de FX, parce qu'après c'est pas non plus tragique, hein. Mais c'est vrai qu'au début je rentrais là, je me dis ah, très bon fond vert. Voilà, ça c'est un des seuls trucs que j'ai pas trouvé ouf dans l'épisode, parce qu'après je disais les effets spéciaux, ça le couloir ça ne marche pas, autant les monstres, les Not Things, ça par contre ça marche de ouf, c'est bien exploité, ça fait flipper, c'est pas génial. J'ai pas beaucoup
beaucoup aimé. Voilà. Donc on arrive dans ce vaisseau et d'entrée, on se prend plein de mystères dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a un petit robot qui remonte l'allée à une vitesse d'escargot, qu'on va baptiser Jimbo, parce que c'est comme ça que Donna l'appelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce compte à rebours. Au début, on ne sait pas que c'est un compte à rebours, c'est juste des mots random. Donc que veut dire ces mots random? On ne sait pas. On a le couloir qui à chaque mot se reformate. Donc déjà, on arrive, on a de l'humour qui sera répété tout au long de l'épisode avec le mot m'inviter. On a cette ambiance un peu mystérieuse, on a plein de mystères, et là, pour moi, l'épisode est bien supérieur à The Star Beast, parce que The Star Beast, autant il était cool pour redémarrer tout ça, parce qu'on avait un sentiment d'aventure, très Doctor Who-esque, qu'on avait un compagnon et le docteur qui était fusionnel et tout ça, mais The Star Beast, même si c'est un bon épisode, il a quand même plein de défauts d'écriture. Là, dans White Blue Yonder, c'est très bien, c'est tout serré bien comme il faut, hein, c'est ficelé, et ça fait partie des épisodes que j'adore de Russell T. Davies, parce qu'autant Russell T. Davies, des fois, il peut faire du niais à 100% et très cucu la praline et des erreurs d'écriture. Pour une raison que j'ignore, il maîtrise parfaitement l'horreur spatiale en huis clos. Parce que cet épisode, on a commencé à le regarder et dès qu'il tombe sur leur clone, en fait, qu'on va appeler le pas docteur et le pas Donna, je me suis dit, ah, c'est un épisode en huis clos. C'est vraiment très restreint, il n'y a pas beaucoup de monde, on est dans une atmosphère très contenue. Ça m'a rappelé Midnight et j'ai été surpris de ne pas voir plus de gens en parler. J'en ai vu quelques-uns, mais ça, pour ceux qui se rappellent de Midnight, c'est un épisode qui se passe dans la saison 4, je crois, où Donna décide de partir en Thalasso. Donc c'est le docteur qui part tout seul en expédition sur une planète avec une espèce de tourbus avec d'autres personnes, donc ils sont juste là pour visiter la planète, et d'un coup il y a un mal étrange qui commence à envahir les gens et tout le monde devient suspect, on ne sait pas, et c'est une entité gazeuse parce qu'elle n'a pas de corps qui peut envahir tout le monde, et même le docteur en est terrifié au bout d'un moment parce que même lui se fait posséder par cet esprit et tout se passe dans ce petit vaisseau en fait. Et là, White Blue Yonder m'a rappelé la même chose, même si on se retrouve dans un couloir immense avec des trucs et tout ça, très vite on se retrouve dans des couloirs, tout est très fermé, très restreint, et puis ils sont toujours plus ou moins piégés avec ces deux entités qui font flipper mine de rien, parce que chapeau aux deux acteurs, parce que même c'est très marrant de voir le docteur et son double communiquer. David Tennant, mais c'est une maestrie à ce qu'il nous fait là, parce que d'un côté on voit le docteur quand il parle de ça, on reconnaît le docteur, par contre quand l'autre en face est démasqué, le pas docteur, il a un regard, je saurais pas le décrire en fait, mais son regard change, je sais pas, son inclinaison et tout ça, et il y a qu'à ces moments là où tu vois les deux acteurs qui se donnent à fond, et sinon oui, effectivement t'as plein de scènes où tu ne sais pas qui est qui, parce que le principe de l'épisode c'est qu'ils se retrouvent au néant, parce que ça c'est un truc qui m'a fait un peu rigoler quand même. Il dit on se retrouve aux confins de l'univers, on est au bord, et j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'ils y vont. J'ai l'impression que l'épisode avec la femme du docteur, c'était un peu ça aussi, dit ah on est au fin fond de l'univers là, on est au plus loin que c'est pas possible d'y aller. Et là, ils font, ben là, on y est aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y va souvent, même s'il dit on n'y va pas. Là, par contre, je trouve que c'est mieux orchestré dans cet épisode, dans le sens où on a un vrai sentiment de vide absolu. Parce que déjà, tout est noir autour. Pas de lumière, pas d'étoiles, rien. Un silence total, parce que dans les épisodes, je sais plus si c'était aux confins de l'univers ou à la fin des temps, mais dans la limite de l'univers. C'est ça, hein, Ratty et McPhail. Dans La Femme du Docteur, quand ils vont à la limite de l'univers, il y a quand même, alors c'est un petit trou d'écriture, mais il y a quand même de la vie. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont là, même si ce sont des pièces, des gens qui ont été rapiécés par Home. Il y a Home qui est là, il y a de la Terre, il y a une planète, il y a quelque chose. Là, on arrive vraiment, c'est un vaisseau spatial qui est sorti d'un trou noir, je crois, qui est passé dans un trou noir et qui s'est retrouvé là, et il y a que ça. Et c'est oppressant de fou. L'obscurité est un des trucs les plus oppressants qu'on puisse trouver dans Doctor Who. Et là, ils y arrivent parfaitement. David Tennant et Catherine Tate nous vendent ça très très bien. Donc là, on est déjà sur une ambiance de ouf. Et d'ailleurs, ça m'a surpris parce que The Star Beast, on est dans l'aventure, youpi tralala, on court dans tous les sens, il y a des aliens, des lasers et tout ça. Là, on est passé sur quelque chose d'un peu plus viscéral qui va sur les peurs, qui vont sur des peurs primitives, on va dire, mais qui ne part pas de suite dans l'humour, même s'il y en a. Il y a de l'humour dans l'épisode parce que, hormis ce passage avec Isaac Newton, on a aussi, et putain, il m'a eu complètement, quand le docteur va pour. Il sort les espèces de plaques avec du gel, il en lèche une et il fait non, ça va, et puis d'un coup. On a l'impression qu'il va s'étouffer, et là ça me rappelait l'épisode avec Agatha Christie où il boit du poison sans faire exprès, et après il est obligé de manger des trucs et il embrasse Donna pour se dépoisonner. J'ai cru qu'ils allaient nous refaire ça ou qu'il allait se régénérer, et en fait non, il a joué super bien parce qu'après il fait à Donna, je me foutais de votre gueule quoi. Et ça c'était, c'est encore une fois merveilleux, et c'était encore, je trouve qu'il y a une vraie liaison entre les deux acteurs, mais aussi les deux personnages dans l'écriture qui du coup les rendent bien. Et ça me... On va réouvrir la parenthèse de je n'ai pas aimé l'Archibald malheureusement, c'est un truc qui me manquait beaucoup sur les derniers Docteurs, c'était cette liaison très très forte, mais même au quotidien et dans les petits détails, les petites scènes, et pas forcément tout le temps des dialogues qui disent oui vous comptez pour moi Docteur, oui moi aussi tu comptes pour moi compagnon numéro 3,5. Là on a un vrai truc entre eux, parce que même le moment de rencontrer Isaac Newton, l'arrivée dans le vaisseau, les petits moments de discussion qu'ils ont ensemble et tout ça, ça fait du bien de voir le Docteur comme ça, parce que je trouve que même si c'était le trait de caractère du 13e Docteur, qu'elle était bizarre en société, c'était un peu à contre-nature. Je vais essayer de détailler ça du mieux que je peux, mais le Docteur, le 13e Docteur avait du mal
à connecter avec les gens, même si après ils ont essayé avec Yaz de faire ça, mais quand il y a Graham qui lui dit au fait docteur j'ai un cancer mais bon c'est pour ça je vais arrêter, et elle lui fait ouais mais tu sais moi j'aime pas trop discuter, et ça va complètement à l'encontre de qui est le docteur pour moi à la base, qui est quelqu'un justement qui est extrêmement, qui a une humanité extrêmement puissante, et c'est ça qui le pousse à sauver les gens tout le temps. Et là par contre on retrouve ça, on retrouve une vraie complicité entre le docteur et son compagnon du moment, et il y a plein de scènes mais qui sont ultra touchantes et dont je vais parler maintenant parce que vraiment il y a ça. Déjà il y a ces échanges humoristiques entre les deux, donc avec le docteur qui fait semblant de mourir et qui fait peur à Donna juste parce que ça le fait marrer, voilà, et Donna le prend bien. Et après il y a au début de l'épisode il y a un geste qui m'a, enfin il commence à s'engueuler parce que le TARDIS s'en va à cause du système HADS, le Hostile Action Displacement System, donc le TARDIS s'en va, et ils expliquent pourquoi ce système est encore là, c'est parce qu'il s'est régénéré et tout ça. À un moment donné, le docteur va dire à Donna, non mais c'est pas grave, je t'en veux pas, excuse-moi de m'être énervé, il la console et il lui attrape la main parce que Donna a peur, elle se dit putain je suis loin de ma famille, peut-être pour toujours, je sais pas si je vais rentrer, et le docteur lui attrape la main et la serre sur sa poitrine. Je pense que vous voyez tous le moment dont je parle parce que c'était un peu fort comme moment, et ça faisait plaisir de voir le docteur dire à son compagnon, sans vraiment lui dire, juste dans l'action et tout ça, je t'abandonnerai pas. Il a déjà perdu plein de compagnons, et vraiment rien que ce geste là qui prenne sa main sur son torse comme ça, c'était je trouve que c'était fort. Et il y a un autre moment aussi qui m'a pris par les tripes sur le côté très touchant, je pense que ça va vous donner des frissons quand je vais vous le rappeler, c'est quand la fausse Donna parle de Gallifrey et du fait que le docteur ne sait pas vraiment qui il est et qu'il ne vient pas vraiment de Gallifrey, ça on va en reparler aussi, et ils ont tout un dialogue comme ça, et au bout d'un moment le docteur pense que c'est vraiment Donna et il lui dit, revoyez la scène, il lui dit Donna vous m'avez manqué, mais limite il est triste mais heureux en même temps de retrouver son ami qui lui a tant manqué et tout ça. Et là t'es vachement touché parce que le docteur est exposé, il est fragile, et c'est à ce moment là que la Padonna commence à s'effondrer sur ses jambes, en fait elle fait ah putain je sais pas gérer ça, et là tu vois ça, tu peux entendre à ce moment là en qualité audio très haute le cœur du docteur qui se brise parce que il s'est dit putain j'ai retrouvé Madonna, mais au dernier moment il s'est fait tromper par cette entité, et voilà, et ensuite ils essayent de se séparer et ils tombent aussi encore une fois beaucoup d'émotions, hein. Le docteur exprime énormément d'émotions dans cet épisode, chose qui nous manquait depuis un petit moment, parce qu'ils se retrouvent séparés dans un tunnel quand ils essayent de monter à l'échelle, les plateaux se tournent et hop ils se retrouvent séparés, et le docteur se retrouve dans un couloir tout seul et il hurle et il tape sur les murs. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le docteur être aussi vocal et émotif, parce que vraiment je crois qu'il met des coups de pied dans le mur, il tape dessus, il hurle, et c'est rare de voir le docteur s'énerver. On voit le docteur crier pour sauver des gens, quand le docteur est silencieux c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'il a pas de solution. Rappelez-vous dans Doomsday quand il est appuyé sur le mur et qu'il dit rien, et il sait que Rose est coincée dans un autre univers, il dit rien, il est passif, il ne dit plus rien, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut plus rien faire. Donc le docteur silencieux ça fait peur, le docteur qui parle beaucoup c'est qui gère la situation, le docteur qui hurle et qui tape dans tous les sens, il est brisé. Les adieux d'Amelia Pond, voilà, il dit plus rien, enfin il y a des moments comme ça, et là ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un docteur aussi émotif, et tout ça dans le même épisode. Donc ça déjà c'était très fort aussi de donner beaucoup d'émotions, et pareil Donna elle va avoir énormément de moments très touchants, déjà quand elle sait que peut-être elle verra plus sa fille, qu'elle verra plus sa mère, son grand-père, enfin Wilfred et tout ça, et aussi la fin de l'épisode je pense qui a surpris beaucoup de monde, et même moi j'ai cru, je fais putain ils vont vraiment tuer Donna, c'est quand le docteur vient les chercher en faisant de l'overboard avec le TARDIS, ça c'était mignon que ça en pouvait plus, je me suis dit ok on a regardé Retour vers le futur, on a bien rigolé, il fait du overboard avec le TARDIS pour chercher Donna et il se trompe de Donna, et l'autre, la bonne Donna reste sur le vaisseau et elle hurle en mode vous êtes trompé, voilà, et là je me suis dit putain ils vont vraiment la tuer, et ils le font pas, mais ça c'était, je sais pas vous me direz qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment là, mais moi j'y ai cru quoi, j'ai cru vraiment qu'ils allaient faire une erreur au docteur quoi. J'arrive pas à croire qu'il se soit trompé de Donna. Mais ça montre aussi que le docteur est faillible. Il est pas tout le temps parfait. Heureusement, il s'en est rendu compte à la fin. J'y ai cru. Plus que cru, j'ai eu peur surtout. J'y ai cru. Si vous pouviez compter là, si vous cherchez dans votre tête, il y a combien de moments, soit vous avez eu peur, enfin une vraie sensation de oh putain ils vont faire ça, ou la chair de poule dans cet épisode. Pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour des moments touchants, des moments où ils ont un peu inquiété, ou le fait qu'il y ait des persos et des bras super longs et des grosses mains. Ça aussi, parlons-en. Combien de fois vous avez eu des vagues d'émotions dans cet épisode? Moi j'en ai eu beaucoup. 3 ou 4 fois. Ouais voilà. Et c'est pour ça que cet épisode est grand, et c'est ça que Russell T. Davies maîtrise, c'est l'horreur confinée. Pour moi, il a tout réussi sur cet épisode, et j'avais beau me creuser la tête, je me dis mais qu'est-ce qui était pas bien quoi. Pour les effets spéciaux, et quand j'ai vu le tunnel, j'ai fait ah. Donc vraiment, cet épisode était fantastique dans tous les sens. J'essaye de revoir un peu les notes, mais même les notes Things étaient exceptionnelles parce qu'ils font flipper ces cons. Parce qu'en fait, c'est rien qui se dit tiens je vais aller foutre la merde, et il peut complètement, et même cette résolution d'épisode de se dire la capitaine du vaisseau a quitté le SAS il y a 3 ans pour qu'il sache pas le plan, et elle a enclenché une bombe super lente parce qu'ils ne comprennent pas le processus de la lenteur, et du coup ça c'est un compte à rebours. Jimbo c'est un petit minuteur, tu sais, pour faire cuire les pâtes, c'est ça, c'est juste sa fonction. C'était super bien mené, c'était pas une intrigue ultra compliquée mais qui savait où elle allait et qui te laissait dans le mystère et tout ça. Il se passait des choses effrayantes, même il y avait des visuels dans cet épisode aussi, il y a tellement de choses à parler sur cet épisode, il y avait tellement de visuels. David Tennant avec sa tête
tête entre les jambes. Donna et le docteur avec des mains géantes. Les pas docteur et pas Donna immenses qui se coincent dans le couloir et qui les regardent comme ça. C'était exceptionnel. Cet épisode était riche dans tous les sens et pourtant j'ai l'impression qu'il durait pas longtemps et en fait il dure un peu comme tous les autres. Il dure une cinquantaine de minutes je crois. 54 minutes précisément. Des fois ça me faisait penser... alors autant ça passait très bien quand ils avaient les bras longs parce que c'était des vrais props, quand ils avaient des grands bras ou quand ils étaient géants et coincés dans le couloir. Par contre quand ils couraient après la petite voiturette, ça m'a rappelé le clip de Black Hole Sun de Soundgarden. Alors attends, je regarde un peu. Pour moi, le flux a donné à Davis l'occasion de faire un coup du docteur pétri de culpabilité. Alors oui, on va en parler de ça, parce que du coup, Russell T. Davies a dit je peux pas occulter ce qui s'est passé dans Flux. Et le Timeless Child, il a dit je vais en parler, on va l'adresser, on va pas mettre ça sous le tapis, parce que le mec s'est fait chier à créer un truc, on va le faire. Par contre, je trouve qu'ils l'ont fait intelligemment, et ça, je vais rebondir sur Pepper Pot. Pas physiquement, parce que ça lui ferait mal, la peau. Elle parlait justement de Flux et comment l'intégrer au reste. Elle disait, en fait, soit Russell T. Davies va être obligé d'admettre que ça existe et du coup reparler des principes, des précédentes incarnations du docteur et tout ça, et de chercher la quête de où vient le docteur vraiment. Donc ça serait très compliqué pour moi. Ensuite, il y a l'autre truc, c'est de ne plus en parler du tout et faire comme si ça n'existait pas. Et ça, elle le dit et je suis d'accord avec elle. Tu peux pas juste mettre le truc sous le tapis et faire ça n'existe plus. Non, ça serait idiot. Ou alors, et ça, je trouve que c'est très intéressant, là, ce qu'elle a dit, c'est on dit que ça existe, mais c'est juste que le docteur ne veut pas se remémorer ces souvenirs-là parce que même s'il s'en rappelle plus vraiment, inconsciemment, il se dit que ça va être douloureux de réouvrir la montre et de récupérer toutes ses mémoires. Et je trouve ça, je sais pas jusqu'où il va aller, Russell T. Davies, mais je trouve ça plutôt bien en fait que le docteur vive avec cette culpabilité de vie antérieure qu'il ne connaît plus et il ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais qu'en même temps, il veut pas revivre avec tout ça parce que ça doit être des millions d'années de souvenirs, j'imagine. Je sais pas si ça a été dit ça, j'ai pas le détail. Mais avant qu'il devienne le premier docteur qu'on connaît, celui de William Hartnell, combien de temps il a vécu? Donc peut-être qu'il a pas envie de revivre tout ça, mais au dépend de savoir d'où il vient vraiment. Il aura jamais ses racines complètement acquises et tout ça, donc il doit vivre avec d'un côté le regret de ne jamais savoir d'où il vient, mais en même temps, il s'empêche d'avoir la mémoire de toutes ses vies antérieures et qui peut-être lui pose problème, tu vois. Et là, c'est amené par la Padonna, du coup, qui parle au docteur et qui dit oui, mais je sais que vous voulez pas revivre vos anciennes vies, mais du coup, vous savez pas non plus d'où vous venez parce que vous venez pas de Gallifrey. Et le docteur, il fait yep, j'ai pas envie d'en parler. Et juste ça légitimise cette histoire, mais en même temps, ça évite d'aller trop loin et de créer des trous, ce qu'on appelle des plot holes, des trous de scénario, tu vois, parce que pour moi, se rajouter tout un arc où le docteur a une autre vie et une nouvelle planète et tout ça, ça risque de ne plus rendre légitime des anciens arcs. Moi, je pense que la série va en parler beaucoup plus tard. Je pense qu'ils y reviendront, mais sporadiquement. Mais là, je suis ouvert, tu vois. Maintenant, je suis un peu plus indulgent avec cet arc de Timeless Child. Je me dis pourquoi pas, ça peut être un fil rouge, mais je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de précautions. En même temps, maintenant, ils peuvent. C'est-à-dire que là, ils vont choisir parce que la saison 14, qui sera officiellement la 1, avec Ncuti Gatwa, un nouveau docteur, en vrai, là, maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est pas super dangereux de se mettre l'ancienne fanbase à dos? Parce qu'il y en a qui sont OK avec cet arc-là, il y en a qui ne le sont pas vraiment. Je sais pas, on est dans un mystère d'écriture, mais bon, là, les 2 derniers épisodes de Star Beast et White Blue Yonder, je me dis, oh, écoutez, je suis partant, vous avez l'air de savoir où vous allez. Donc moi, je suis OK avec ça, et je trouve que la façon dont ils l'ont abordé dans l'épisode de manière très rapide, dans une scène très forte émotionnellement, où le docteur se fait un peu briser le cœur, c'était très bien. Et du coup, j'étais hype avec tout, j'étais d'accord avec tout, quoi. Donc cet épisode était extrêmement bon. Et puis à la fin, alors, déjà que tu te prends une ride, c'est que t'es dans un truc. T'as de l'humour, t'as de l'horreur, t'as de la peur. T'as de l'émotion, t'as des moments adorables, t'as des moments qui te filent la chair de poule parce que tu sais pas ce qui va se passer, tu crois que tu vas perdre Donna, il y a des énigmes, des mystères, des ennemis qui font flipper. Et là tu te dis, putain, c'est bon, j'en ai pris, tu vois, là j'ai pris le grand 8, et t'es en train d'arriver doucement comme ça, ok, et là, hop, il y a une trappe qui s'ouvre sous le train. Ils te font sortir Wilfred Mott, qui est là, à la sortie du Tardis, dans sa chaise roulante. La dernière scène, malheureusement, pour l'acteur, c'est Bernard Cribbins. Parce qu'après, il voulait filmer d'autres trucs avec lui, mais malheureusement, il nous a quittés pas longtemps après ce tournage, et il a fait vraiment tout ce qu'il pouvait pour pouvoir donner cette scène. Tu sens qu'il est affaibli, mais putain, ça te prend à la gorge. Parce que moi, je m'y attendais, mais vraiment pas. Je remercie les réseaux de pas m'avoir spoilé à ce moment-là. Il apparaît juste à la fin, juste suffisamment pour honorer sa mémoire, voilà quoi. Donc l'épisode se termine comme ça, avec le début de la prochaine intrigue, donc de l'épisode qui va paraître samedi, qui s'appelle The Giggle, avec le retour du Toy Master, qui est un vieil ennemi du Docteur. Donc en tout cas, White Blue Yonder, je le mets dans mon top 5 des épisodes préférés de Doctor Who que j'ai vu, quoi. Et comme beaucoup de gens, je suis d'accord, il y a une vraie réinterprétation du Docteur. On avait le 10e Docteur qui ressemblait à David Tennant. Le 14e Docteur, il a le même visage, mais c'est pas le même. Et ça, c'est ouf, je trouve. Il y a des petites différences, des petits détails qui font que tu sens que c'est pas tout à fait le même. Il est moins
je trouve qu'il est moins prétentieux que le 10e. Il est beaucoup plus aimant. Puis il y a des petits traits de personnalité, comme ça, maintenant il aime les jolis hommes. Il le dit ouvertement. Les gens l'ont dit, ça fait partie de sa nouvelle personnalité, c'est dit dans le truc. Il est moins dans l'espoir inespéré en fait. Parce que le 10e Docteur, c'était quoi qu'il arrive, je vais arriver à résoudre la situation. Et c'est là qu'on a eu le Lord Victorious. Donc là, il sait où il va. Il est beaucoup plus mature. Ouais, il fait plus humain. Voilà, ça c'est un joli mot pour le dire. Il fait beaucoup plus humain. Donc voilà, moi c'était un excellent épisode. J'espère qu'il vous a plu aussi. Et j'ai très très hâte de voir The Giggle. Mais du coup, j'ai peur maintenant parce que j'ai l'impression que White Blue Yonder est vraiment il est là. Et j'ai peur que The Giggle nous fasse redescendre d'un cran. Après, oui, non, on le sait. Par contre, ça a été spoilé. Il va y avoir une régène. Il va y avoir une régénération. On va avoir notre nouveau docteur. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme surprise? Parce que là, je vous avouerai, White Blue Yonder m'a pris par surprise 2-3 fois dans l'épisode. Donc je me dis, ah ouais, non, mais Russell T Davies, il sait où il va là. Il sait où il va. Ça a été tourné beaucoup de choses dans le secret et ça marche. Très hâte de voir The Giggle. En tout cas, voilà, c'était une nouvelle vidéo sur Doctor Who. N'hésitez pas à passer. Donc c'est le mardi pour The Giggle. Je ferai la revue en live mardi prochain. C'est des discussions ouvertes avec les gens et tout ça. Et ça sera diffusé sur mes 2 chaînes YouTube. La version longue sur le Sad Panda, une version plus courte sur Sad Panda Show, mais n'hésitez pas à venir sur twitch.tv/TheSadPanda avec un Z. Merci YouTube.